Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 10 décembre. 431e jour du génocide de l'entité sioniste contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 s'élève à 44 786 martyrs et 106 188 blessés. Pour les journalistes, 2024 est l'une des pires années selon la Fédération internationale des journalistes. L'ONU demande l'arrêt immédiat des frappes des forces de l'entité sioniste sur la zone tampon du Golan dans le sud-ouest de la Syrie et exprime ses inquiétudes quant aux derniers développements survenus dans ce pays. Conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité à Nouakchott en Mauritanie. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune souligne l'engagement de l'Algérie à offrir annuellement 2500 bourses aux étudiants africains. Et puis le président algérien Abdelmadjid Tebboune présente ses condoléances à la famille du défunt Mahieddine Khalef, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de football qui s'est éteint à l'âge de 80 ans. Bonsoir à tous. Le génocide continue dans la bande de Gaza. L'entité sioniste poursuit donc son agression pour le 431e jour consécutif. Le bilan des victimes depuis le 7 octobre 2023 s'élève à 44 786 martyrs et 106 188 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Au moins 4 massacres ont été commis à Gaza au cours des dernières 24 heures, faisant 28 martyrs et 54 blessés. Et des centaines de défenseurs des droits de l'homme ont organisé un sit-in devant le siège des Nations Unies à New York à l'occasion de l'anniversaire de l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU de la Convention sur le génocide le 9 décembre 1948 en vue de réclamer la fin de l'agression sioniste contre la bande de Gaza en cours depuis plus d'un an. Les manifestants ont appelé les délégations participantes et les représentants des États présents à la cérémonie spéciale annuelle commémorant la Journée internationale de commémoration et d'hommage aux victimes du génocide à cesser de faire des déclarations et à agir plutôt en urgence en vue de mettre fin aux crimes génocidaires de l'entité sioniste à Gaza. Et le superviseur général des médias officiels palestiniens, le ministre Ahmed Assaf, a appelé les médias arabes à continuer à dénoncer les crimes que commet l'entité sioniste depuis plus d'un an contre la bande de Gaza et dans les territoires palestiniens occupés, s'exprimant devant la réunion de la 20e session ordinaire du bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de l'information tenue dans la capitale émiratie Abu Dhabi. Assaf a souligné la nécessité de continuer à dénoncer ces crimes, en particulier contre les journalistes palestiniens, notant que l'occupation avait tué plus de 190 journalistes au cours de l'agression en cours contre Gaza. Et je vous en parlais en titre, selon le décompte annuel effectué par la Fédération internationale des journalistes, 104 journalistes ou collaborateurs des médias ont été tués en 2024, ce qui en fait l'une des pires années, souligne Anthony Bélinger, secrétaire général de l'organisation. Donc c'est une des pires années depuis 1990, pas la pire, mais une des pires. L'année dernière on avait 129 morts, là on en compte 104. À l'heure qu'il est, au 10 décembre, bien entendu, ça peut encore évoluer jusqu'au 31 décembre. Mais une des pires années, ouais, c'est
avec un taux, et ça c'est rarissime, c'est la deuxième année que ça arrive, hein, avec un taux d'une même nationalité qui dépasse les 60%. L'année dernière, il représentait plus de 70% des morts dans le monde. Là, on a un petit peu moins, on a à peu près 60% des morts du monde entier qui sont palestiniens. Donc c'est ça qui me marque et qui nous marque tous, parce que je rentre de Palestine et j'ai vu la catastrophe sur place. Ça fait 2 fois que j'y vais depuis le début de la guerre. Et je constate les mêmes cauchemars. À Gaza, on a 146 morts en 1 an et 2 mois. En Ukraine, en 2 ans, presque 3 ans, on est à peine 20 morts. Donc vous voyez le distinguo. Il y a un endroit où les journalistes peuvent fuir. Il y a beaucoup de journalistes qui peuvent fuir dans la zone libre. On a nos journalistes, nous, on a 2 syndicats en Ukraine. 4000 journalistes quand même, donc ils ont pu fuir et continuer leur travail depuis les zones ouest du pays. Et puis l'Ukraine est un grand pays, hein, géographiquement c'est énorme. Et puis vous avez un autre pays où les journalistes ne peuvent pas fuir. Et en Cisjordanie occupée, plus de 100 colons sionistes se sont introduits ce mardi dans la mosquée Al-Aqsa sous une haute escorte des forces de l'occupation sioniste. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, pas moins de 113 colons sionistes ont pris d'assaut la mosquée sainte et ont effectué des actes de provocation dans les esplanades d'Al-Aqsa et exécuté des rituels talmudiques. Je vous en parlais en titre, l'entité sioniste a étendu son agression sur la Syrie en intensifiant ses frappes sur différentes régions du pays, semant le chaos à l'exemple de ces images qui nous parviennent du port de Latakia sur la côte méditerranéenne de la Syrie où des navires de la marine syrienne et d'autres équipements ont été détruits. Et de fortes explosions ont retenti ce mardi à Damas, alors qu'on estime à plus de 300 le nombre de raids sur la Syrie depuis dimanche. Les forces de l'entité sioniste ciblant les principales installations militaires syriennes. D'autres images ont révélé la violence des raids de l'entité sioniste et qui ont aussi visé des camions de transport dans la ville syrienne de Kamishli. Les véhicules ont été littéralement réduits en cendres. Et je vous le disais en titre, l'ONU a demandé ce mardi l'arrêt immédiat des frappes des forces de l'entité sioniste sur la zone tampon du Golan dans le sud-ouest de la Syrie. S'exprimant depuis Genève, l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Geir Pedersen, n'a pas caché son inquiétude. Nous continuons d'observer des mouvements et des bombardements israéliens sur le territoire syrien. Cela doit cesser. Et commentant les agressions de l'entité sioniste dans la zone tampon du Golan, les États-Unis ont dit s'attendre à ce que cette incursion soit temporaire en souhaitant le respect de l'accord de 1974. La deuxième chose importante est qu'Israël a déclaré que ses actions de protection des frontières étaient temporaires. Il ne s'agit pas d'actions permanentes. En fin de compte, ce que nous voulons, c'est une stabilité durable entre Israël et la Syrie. Et cela signifie que nous soutenons toutes les parties dans le respect de l'accord de désengagement de 1974.
Et depuis que Bachar el-Assad a quitté la Syrie dimanche, des réfugiés syriens ont pris la route pour revenir dans leur pays depuis la Jordanie, le Liban ou encore la Turquie. Le point avec Neila et Hamouda. Je pleure parce que je pars d'ici, j'aime la Turquie, mais je n'ai personne d'autre que ma fille. Elle est née ici et a grandi ici. Ala Jaber, un réfugié syrien, a décidé de quitter la Turquie pour rentrer chez lui. Il revient sans sa femme et 3 de ses enfants, morts lors des tremblements de terre dévastateurs qui ont frappé la Turquie et la Syrie l'année dernière. Nous avons vécu ici et ma fille est née ici et nous sommes redevables à ce peuple, au gouvernement de nous avoir accueillis. Et Dieu merci, c'est grâce à Dieu que le soulagement est arrivé par la volonté de Dieu aujourd'hui. Alors que je pleure pour mes enfants, je pleure aussi pour ce pays parce que c'est ici qu'ils sont nés, ils ont grandi ici, ils ont été éduqués et ils sont morts. Quelques heures seulement après le départ de Bachar el-Assad, les postes frontaliers au Liban, en Jordanie ou comme ici en Turquie ont été pris d'assaut par les réfugiés syriens pour rentrer chez eux, portés par l'espoir de retrouver leurs proches. La réouverture d'un 3e poste frontalier avec la Syrie pour gérer le retour sûr et volontaire des millions de migrants syriens a été annoncée par le président turc Recep Tayyip Erdoğan. Afin d'éviter les embouteillages et de faciliter la circulation, nous ouvrons également le poste frontière de Yaïl Dadji au passage. Nous gérerons également le processus de retour volontaire des réfugiés d'une manière digne de notre histoire et de notre culture, de nos 13 années d'hospitalité. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 6 millions de Syriens ont dû fuir leur pays en 2011. 3 millions environ vivent aujourd'hui en Turquie. Et s'agissant de la situation en Syrie, le président turc Recep Tayyip Erdoğan a indiqué ne plus pouvoir permettre que ce pays soit à nouveau divisé. C'était lors de la réunion des présidents provinciaux élargis du parti AK. Désormais, nous ne pouvons plus permettre que la Syrie soit à nouveau divisée. Nous ne pourrons jamais consentir à ce que les terres du pays redeviennent une zone de conflit. Nous ne pouvons accepter aucune provocation qui empêcherait le retour du frère du peuple syrien dans ses foyers. Et restez avec nous pour la suite de ce 19h, tout de suite l'édition africaine. Et tout d'abord, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a regagné ce soir Alger après avoir pris part à Nouakchott en Mauritanie aux travaux de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité. Et dans son allocution prononcée lors de sa participation aux travaux de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a souligné à Nouakchott l'engagement de l'Algérie à offrir annuellement 2000 bourses d'études dans l'enseignement supérieur et 500 bourses dans la formation professionnelle aux étudiants africains. من الروح الأصيلة في سياسة بلاد الخارجية المبنية على أولوية التضامن الإفريقي. لم تدخر الجزائر جهدا للمساهمة في النهوض بمجالات التربية والتعليم والتكوين في قارتنا، حيث تستقبل طلاب من مختلف الدول إفريقيا الشقيقة في الجامعات ومعاهد التكوين والتدريب. وفي هذا الصدد بدون من أشير فقط إلى أن عدد طلبة أفارقة الأشقاء الموجودين حاليا في الجزائر يقارب 6000 طالب، مع التزام بلدي لمنح كل سنة 2000 منحة دراسة
سنوية في التعليم العالي و500 منحة دراسية في التكوين المهني للطلبة الأفارقة. ونعتز اليوم أمامكم في هذا المحفل الإفريقي الموقر بالوصول إلى توفير فرص التعليم والتكوين إلى يومنا هذا إلى 65 ألف شاب إفريقي في مختلف التخصصات. Et dans son allocution, le président algérien a regretté par ailleurs la réalité difficile de la scolarisation des enfants en Afrique. ليس خافيا أن التعليم في قارتنا يعرف للأسف واقعا صعبا من مظاهر ارتفاع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس وانخفاض فرص الحصول على تعليم ملائم ونقص الموارد لتكوين المواطنين. وأود في هذه المناسبة أن أوجز لمحة مختصرة لتجربة بلادي في هذا الموضوع التي يكفل فيها الدستور الجزائري إلزامية ومجانية التعليم، وهي تجربة تكشف ضخامة تحدياتنا الوطنية. فقد بلغ تعداد التلاميذ في الدخول المدرسي لهذه السنة أكثر من 12 مليون تلميذ، بعد أن كان لا يتجاوز 900 ألف عند استقلالنا في 1962. Et depuis cette même tribune à Nouakchott, Abdelmajid Tebboune a également souligné l'engagement de l'Algérie à ouvrir une banque dédiée à l'éducation en Afrique. الجزائر تلتزم من هذا الاجتماع للرفع من هذه الأرقام كما تلتزم في إطار المؤسسة الجزائرية الحالية، الوكالة الحالية للتعاون مع الدول الإفريقية، إلى فتح بند خاص بالنسبة للتعليم حسب الطلب نتاع أشقائنا الأفارقة. كل هذه المجهودات تعكس انخراطنا في الجهود المشتركة لترقية نظام التعليم في قارتنا، ويؤكد إرادتنا الراسخة في تعزيز التعاون والتضامن القاري في جسور التواصل. Et pour sa part, le président mauritanien, président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a mis l'accent sur la nécessité de promouvoir l'éducation et la formation des jeunes Africains afin de transcender les difficultés que rencontre le continent. Les difficultés que rencontre notre continent et à travers les défis relevés, notamment sur le plan économique, social et sécuritaire et même environnemental, sont en grande partie dues à son incapacité à bâtir un système éducatif de niveau garantissant la qualité et l'excellence afin de permettre à nos jeunes d'acquérir la connaissance, l'emploi et la formation et par là même la libération de leur sens de la créativité. Et de son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a souligné à Nouakchott la nécessité de repenser le modèle éducatif en Afrique. Notre plan de développement continental, l'agenda 2063, est clair sur l'engagement à accélérer la révolution de l'éducation et des compétences, à promouvoir des sociétés et des systèmes fondés sur la connaissance et l'innovation. Comme vous le savez tous, l'éducation a été consacrée thème de l'Union africaine pour l'année 2024. Dans ce cadre, la conférence d'aujourd'hui, nous cherchons à mobiliser les gouvernements et les partenaires au développement pour repenser les modèles d'éducation et de développement des compétences.
Et en marge de sa participation aux travaux de la conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité à Nouakchott, en Mauritanie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu notamment avec son homologue sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Allez, nous retrouvons tout de suite notre invité du soir. Et pour évoquer davantage cette conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité à Nouakchott en Mauritanie, nous retrouvons Mahfoud Kaoubi, expert en économie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu dans ce journal, le président algérien a annoncé ce mardi à Nouakchott la création d'une banque dédiée à l'éducation, au financement de l'éducation en Afrique. Le financement de ce secteur aujourd'hui est-il une nécessité? Une nécessité, il est indispensable que le financement soit un facteur réuni pour que l'effort d'éducation, l'effort de formation soit une réalité sur le terrain. Donc le financement est le nerf de la guerre. Et comme le développement du capital humain par l'éducation et la formation nécessite des investissements en infrastructure, mais aussi nécessite des moyens pour faire fonctionner les établissements de formation, il est indispensable que cette question de financement soit au centre des débats, à côté des programmes, tout à fait. Mais il est indispensable de réunir cet élément important qui, malheureusement, n'est pas aussi évident et n'est pas assez réuni dans un continent qui bute sur de grands problèmes de financement. Et justement, cela a été évoqué par le président algérien Nouakchott aujourd'hui, Mahfoud Kaoubi. Il a regretté les difficultés que rencontre ce secteur en Afrique. Pensez-vous justement que la création de cette banque dédiée au financement du secteur de l'éducation en Afrique puisse avoir un impact positif sur la qualité de l'enseignement? Oui, encore une fois, l'Algérie joint l'acte à la parole et à partir d'un diagnostic objectif qui met en évidence de véritables distorsions entre les différents pays, sachant que 34 pays africains sur les 54 ont de grands problèmes de financement du secteur de l'éducation et de grands problèmes de remboursement de la dette. Donc il est indéniable qu'une telle proposition pragmatique, réelle, soit considérée comme un instrument qui contribue. Certes, il ne peut pas régler tous les problèmes de financement, mais c'est quelque chose de concret qui permet donc de réduire des distorsions et qui permet donc de poser la question de manière rationnelle et de trouver les moyens de financement à l'intérieur de l'Afrique déjà, en orientant les financements vers les pays qui ont de grands problèmes, mais aussi de mobiliser les financements auprès des organisations internationales pour que la question de financement, qui au demeurant est une question capitale et une question d'ordre économique. Actuellement, quand on parle de développement, c'est le développement principalement du capital humain qui est une question souvent évoquée. Et pour le financement, Mahfoud Kaoubi pourrait peut-être passer par l'octroi de bourses aux étudiants africains. Une fois de plus, le président algérien Abdelmadjid Tebboune l'a évoqué dans son discours lors des travaux de cette conférence continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité à Nouakchott. Il a annoncé l'engagement de l'Algérie à offrir 2000 bourses d'études dans l'enseignement supérieur et 500 bourses dans la formation professionnelle aux étudiants africains. Quel impact pourrait avoir un tel engagement si tous les pays africains s'y mettaient aujourd'hui? Voilà encore un acte concret. En termes d'échange notamment, de savoir-faire. Oui, tout à fait. Encore un acte concret de la part de l'Algérie qui, pour le rappeler, s'est toujours inscrit dans cette voie en accueillant
des étudiants africains dans les différents cycles de formation, notamment en formation professionnelle, mais aussi dans les différentes disciplines et spécialités de l'enseignement supérieur. Donc l'Algérie, qui est considérée comme le premier pays en Afrique en matière d'indice de développement humain, notamment dans le domaine de la formation, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, montre la voie aux autres pays qui ont quand même pu réaliser des progrès notoires, comme on peut citer l'Afrique du Sud, l'Égypte, la Tunisie et d'autres pays, donc, et qui consacrent cette volonté de coopérer, cette volonté de transmettre, cette volonté de partager et cette volonté de constituer une locomotive qui tire l'Afrique vers le haut et qui donc permet d'accélérer les processus d'intégration. Et outre Mahfoud Kaoubi, la Banque africaine dédiée justement à l'éducation, d'où les pays africains en difficulté économique pourraient-ils puiser aujourd'hui des fonds pour justement ajouter de la valeur à la qualité de l'enseignement aujourd'hui? Oui, voilà, donc il y a des aides qui sont consenties par les différentes organisations internationales, mais aussi, il faut le rappeler, qu'il faut repenser la logique de la promotion de l'éducation du moment que de la considérer comme une opération purement économique, donc un investissement qui passe donc par la mise en place de projets sagement mûris et qui devrait être considéré comme un projet à rentabilité, à retour sur investissement. D'ailleurs, le président a aussi insisté sur la disponibilité de l'Agence algérienne de coopération de mettre à la disposition ou de financer des projets dans le domaine de l'éducation. Donc là, c'est surtout la rationalisation, repenser, sortir du cadre et considérer l'éducation non pas sous son aspect social, mais sous son aspect fondamentalement économique qui ne pourrait pas être dissocié de la dynamique de développement économique. Donc les financements existent, il faut aller les chercher, mais comme on n'est pas dans des logiques de distribution ou d'affectation sans remboursement, il est indispensable de repenser la rationalisation, la maturation et de lier les programmes de formation par des objectifs de développement économique et social. Une autre question a été soulevée aujourd'hui à Nouakchott, celle de repenser le système éducatif pour le continent africain. Quel modèle ou comment pourrait-on créer un nouveau modèle éducatif en Afrique? Voilà un élément important. Donc repenser le système dans un monde qui évolue énormément et où la dynamique de la recherche, de l'éducation est en perpétuelle mutation et changement. Donc partir d'une identité, d'objectifs qui permettent à l'Africain de s'émanciper, de développer des compétences, de savoir qui lui permet de s'adapter à un environnement et donc de se positionner après sur les disciplines qui sont les plus porteuses de développement. Voilà donc cette synergie qu'il faudra créer et cette dynamique qui est indispensable et qui malheureusement n'est pas assez observée en Afrique, chose qui est confirmée par les différents classements en matière d'indice de développement humain, notamment dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la formation et de l'enseignement supérieur. Et Monsieur Kaoubi, l'éducation et la formation sont aujourd'hui une nécessité pour le continent africain de relever les défis. Quels défis peut-on citer parmi ceux que doit relever dans l'immédiat le continent africain? L'un des défis les plus importants, c'est de se positionner dans un monde en pleine recomposition, de valoriser justement ce capital humain qui est disponible par le nombre. Le continent africain contient plus de 1,4 milliard d'habitants, principalement des jeunes, plus de 70%. Donc un facteur de production qui est très rare dans les autres continents et qui fait de l'Afrique une force humaine
malheureusement pas assez exploité. Et donc, la valorisation du capital humain passe par deux voies principales. Un, l'éducation, deux, la santé. Et donc, c'est ce couple santé-éducation qui permet de faire du capital humain l'élément principal pour le développement. Et l'Afrique est appelée à valoriser son capital humain pour qu'elle puisse capitaliser les autres facteurs, donc les richesses souterraines et sa position géographique très très importante. Donc le capital humain est la clé du développement de l'Afrique et la formation est l'instrument par lequel le capital humain pourrait prendre une dimension tout à fait autre que celle que vit l'Afrique actuellement. Et Mahfoud Kaoubi, selon vous, justement, revoir, repenser ce modèle d'éducation en Afrique passerait-il, selon vous, par sa modernisation à travers la numérisation aujourd'hui? Entre autres, oui, la numérisation qui permet donc de fluidifier, de réduire les coûts et donc d'apporter l'enseignement dans les zones les plus reculées en Afrique. Donc il y a les différents couples, la numérisation, la modernisation, mais aussi utiliser les instruments basiques dont dispose l'Afrique et qui lui permettent de créer cette dynamique. Donc les instruments existent, c'est surtout les programmes, les synergies et la nécessité que les élites politiques et sociales prennent en charge sérieusement cet élément pour qu'on puisse passer à une autre logique d'émancipation de l'Afrique, non pas celle de l'indépendance, mais celle de la valorisation de ses richesses, donc le capital humain. Et peut-être passer, Mahfoud Kaoubi, par l'éducation, l'enseignement plutôt, et la formation en ligne. On l'a vu face aux événements et à l'agression sioniste dans la bande de Gaza, certains étudiants palestiniens suivent des cours depuis des contrées lointaines, notamment le Canada, les États-Unis ou en Europe. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ce système s'avère nécessaire face à l'accès à l'enseignement en Afrique? Indispensable. Le système est indispensable pour accélérer les processus et rattraper les retards. Actuellement, la numérisation présente des avantages extraordinaires et permet justement de sauter les frontières et de mettre à la disposition des Africains de l'enseignement à distance. Donc c'est une chance, et dans la mesure où aussi les Africains sont partout au monde porteurs de projets dans le domaine de l'éducation, dans le programme dans les différentes disciplines. Et je parlais tout à l'heure de synergie à mettre en place et de logique économique à concevoir pour que tous ces éléments s'articulent autour d'une nouvelle dynamique créatrice de richesses permettant de fluidifier les financements et, in fine, d'améliorer des compétences, des acquis des Africains qui sont nombreux et qui le rendront d'une manière directe en créant du développement économique et en améliorant la situation sociale en Afrique qui a besoin justement de mise en place de programmes numérisés et qui justement permettraient une accélération des processus et une valorisation du capital. Et dans ce cas-là, Mahfoud Kaoubi, il y a quelques jours se tenait à Alger African Startup Conference, où il y a eu de nombreux échanges entre différents acteurs algériens et africains, leurs homologues africains. Donc, pensez-vous que de tels événements pourraient plutôt donner un nouvel élan au secteur de l'éducation en associant notamment les startups? Voilà, plus de 500 startups africaines. Oui, en conclave cette semaine en Algérie. Les experts, les porteurs de projets ont discuté les possibilités d'investir plus, de mettre en valeur justement ce savoir. Et une bonne partie de start-up qui étaient présentes ici en Algérie avaient des programmes destinés au secteur de la santé, de l'éducation, de l'enseignement, etc. Donc il faut qu'on sorte en Afrique de cette logique purement académique, souvent déconnectée des marchés,
à une logique beaucoup plus intégrée par rapport au marché. L'Afrique a les moyens, certains pays africains en ont plus, comme l'Algérie, qui fait énormément pour le secteur des startups, que ce soit au niveau de financement, que ce soit au niveau de l'accompagnement, etc. Donc, c'est cette volonté qu'il faudra transmettre à tous les pays, et justement, cette capacité de coopérer et de mettre à la disposition des autres pays africains le savoir qui a été capitalisé, mais surtout, de donner à tous ces processus une logique de marché et une dynamique de développement économique. Donc pour résumer, Mahfoud Kaoubi, moderniser et mieux financer le secteur éducatif en Afrique aujourd'hui sont les deux éléments clés pour asseoir une véritable valeur ajoutée à ce secteur. Oui, moderniser, financer et tous les éléments d'une politique, d'une stratégie de développement du capital humain doivent être inscrits dans une stratégie d'ensemble qui n'aura pas des objectifs court-termistes, mais des objectifs à long terme, avec des objectifs intermédiaires à moyen terme, mais de prendre en considération tous les éléments. Certes, la modernisation est un instrument indispensable à intégrer dans la stratégie de développement de l'éducation en Afrique. Le financement est un élément capital, mais aussi partir de la réalité sociale en Afrique, explorer les moyens de base. Parfois, il y a des moyens très basiques qui permettent de transférer l'éducation et de développer le potentiel africain. Donc, il ne faut pas qu'on soit dans une logique chouiste qui privilégie certains éléments de modernisation en déconnexion avec la réalité africaine. Donc, ce package important doit partir de la réalité de l'Afrique. Ne pas avoir de complexe par rapport à ces logiques de modernisation. L'Afrique a les moyens humains, a les moyens en matière de technologie, notamment dans certains pays, qui pourraient justement être transférés, mis à la disposition des autres pays. Et à partir de là, donc si on est sur des logiques qui sont intégrées dans des stratégies cohérentes et avec de la patience, avec de l'abnégation, avec du sérieux, parce que les politiques de promotion de l'éducation, c'est des politiques à moyen et long terme. Donc, mettre tout cela en harmonie, partager les expériences, mettre en valeur les expériences riches et réussies, permettra à l'Afrique de réduire le retard qui malheureusement s'est creusé ces dernières années par rapport aux autres continents, mais l'Afrique pourra améliorer de son potentiel qui est déjà riche par le nombre, qui est déjà riche par sa jeunesse, et vous l'avez si bien dit, la numérisation, la modernisation sont là, et qui, en cas de bonne utilisation, permettrait de réduire du gap et permettrait donc de fructifier, de valoriser ce capital que nous envient beaucoup d'autres continents. Et dernière question, Mahfoud Kaoubi, faut-il aujourd'hui cibler les formations proposées dans les pays africains en fonction de la demande du marché aujourd'hui? Ah oui, maintenant c'est les connexions. Il était question aussi de formation professionnelle à Nouakchott. Oui, donc formation professionnelle, c'est très très important. D'ailleurs, c'est le fait d'avoir ignoré en grande partie cette formation que beaucoup de métiers ont été perdus, que beaucoup de savoir n'a pas pu être transmis convenablement, n'a pas pu être valorisé. Le monde actuel a besoin de main-d'œuvre, a besoin de connaissances, aussi bien dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine de la réalisation et de l'exécution. Et comme l'Afrique est à bâtir, et comme les plus grands taux de croissance se feront en Afrique, donc vaut mieux que ce soit les Africains qui bâtiront, vaut mieux que ce soit les Africains qui réfléchiront, et vaut mieux qu'on valorise tous nos potentiels, non pas uniquement le potentiel richesse souterraine, mais surtout de valoriser le capital humain qui est créateur de richesse et qui est producteur de transformation. C'est très important qu'on arrive à articuler cela, à prendre conscience de tout cela et à traduire cela en des politiques
qui pourraient être synchronisés, harmonisés pour qu'on puisse accélérer le processus. Ce serait quelque chose de formidable. Mahfoud Kaoubi, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Dans l'actualité également, l'Algérie célèbre le 76e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À cette occasion, le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a affirmé que l'Algérie avait consacré dans sa constitution le principe de sauvegarde de la dignité du citoyen et l'égalité des chances, à une époque où les valeurs s'érodent. C'était dans un message sur son compte sur les réseaux sociaux. Parlons énergie, les ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, ont approuvé ce mardi le renouvellement du mandat de l'actuel secrétaire général de l'organisation, Haytham Al-Raïs. Cette décision a été prise lors de la 189e réunion de la conférence de l'OPEP, tenue par visioconférence avec la participation du ministre d'État algérien, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, Mohamed Arkab. Le ministre algérien de la Santé, Abdelhak Saïhi, a reçu la représentatrice résidente du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, en Algérie, Natacha Van Rijn. Lors de cette rencontre, les deux parties ont passé en revue le partenariat privilégié entre le ministère de la Santé et les agences des Nations Unies, notamment avec le PNUD durant la période de la pandémie de Covid-19 au titre du projet Réponse solidaire. Les deux parties ont également convenu de hisser ce partenariat au plus haut niveau. Les entretiens ont également porté sur la question de la prise en charge médicale des réfugiés et des déplacés. Allez, direction le Soudan à présent, où au moins 65 personnes ont été tuées ce mardi à Omdurman, une banlieue proche de Khartoum, dans un bombardement sur un bus attribué aux forces de soutien rapide. L'hôpital Al-Naou, l'un des derniers établissements à recevoir des patients dans la région, a également reçu au moins 45 blessés provenant de différents secteurs d'Omdurman. Au Tchad, l'état-major général des armées a annoncé ce mardi le retrait partiel des avions de chasse de l'armée française basés à N'Djamena, la capitale du pays, à la suite de la fin des accords de sécurité et de défense hérités de l'époque coloniale. Ce retrait est intervenu après la décision de dénonciation des accords de coopération avec la France. En Égypte, 8 personnes ont été tuées et 3 autres blessées dans l'effondrement d'un immeuble résidentiel de 6 étages dans le centre du Caire ce mardi. Selon le ministère égyptien de la Santé, l'immeuble datant des années 60 était frappé depuis 1993 d'un arrêté obligeant à sa réparation. Par précaution, des immeubles voisins ont été évacués ce mardi. Le 15 décembre prochain, la CEDEAO tiendra sa 65e session ordinaire dans un climat particulièrement tendu. En plus de la question épineuse du retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger, l'organisation doit en outre faire face à des crises plus profondes. Tinhin Al-Makassi. La CEDEAO à la croisée des chemins entre réforme ou éclatement. À l'approche de sa 65e session ordinaire, des chefs d'État et de gouvernement prévus le 15 décembre prochain à Abuja, la question semble cruciale pour l'organisation. La CEDEAO se trouve confrontée à une crise existentielle majeure. D'abord, la décision de 3 de ses pays membres, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, unis sous la bannière de l'Alliance des États du Sahel, de se retirer de l'organisation après que cette dernière ait imposé des sanctions sévères faisant suite à des coups de force dans ces 3 pays-là entre 2020 et 2023.
Ces sanctions mettent en lumière des fissures profondes au sein du bloc, notamment le manque d'unité et de cohésion politique de ces pays membres et surtout l'influence de l'ancienne puissance coloniale, à savoir la France, sur des décisions majeures. L'organisation, fondée pour favoriser l'intégration économique et politique de ces pays membres, souffre actuellement d'une gouvernance inefficace. Sans pointer du doigt notamment le franc CFA maintenu par l'organisation en dépit des contestations populaires. En effet, pour les populations de la région, le franc CFA est perçu comme un vestige colonial. En dépit de ces avancées sur la libre circulation, l'intégration commerciale, des défis majeurs persistent et pas des moindres, notamment la lutte contre la pauvreté, le chômage ou encore la mise en place d'infrastructures suffisantes et efficaces. Et les questions sécuritaires restent encore au cœur des préoccupations de la région. Cela dit, au sein de l'organisation, des voix s'élèvent pour la réforme. C'est le cas notamment du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, désigné en outre par la CEDEAO comme médiateur auprès du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le sommet prochain à Abuja sera décisif. Les dirigeants devront décider s'ils opteront pour des réformes audacieuses ou risqueront de voir l'organisation se fragmenter alors que la région évolue vers un monde multipolaire où la souveraineté est une priorité. Au Ghana, à présent, le candidat du parti d'opposition, John Mahama, a remporté la présidentielle avec 56% des voix face au candidat du parti au pouvoir et vice-président du pays, Mahamoudou Bouhoumia, avec 41% selon la commission électorale. J'ai le singulier honneur en tant que directrice du scrutin de l'élection présidentielle de 2024 de déclarer son Excellence John Dramani Mahama vainqueur de l'élection présidentielle de 2024 et président élu de la République du Ghana avec un pourcentage total de 56,55%. Félicitations, c'est terminé. Merci beaucoup. À noter que le président ghanéen Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a promis une passation de pouvoir pacifique après que la commission électorale du Ghana a annoncé la victoire à la présidentielle de John Dramani Mahama. La présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan a procédé à un remaniement ministériel impliquant plusieurs portefeuilles clés de son gouvernement. Outre les nouveaux ministres, plusieurs secrétaires permanents ont été nommés dans le cadre de ce remaniement. Et je vous le disais en titre, la légende du football algérien Mahiedine Khalef s'est éteinte ce mardi à Alger à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui une carrière dorée avec un riche palmarès. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt, l'ancien entraîneur de l'équipe nationale de football dans les années 80. Poursuite à Alger des travaux du Forum international cinéma et mémoire avec au menu l'organisation de conférences scientifiques permettant de mettre en lumière le rôle du 7e art pour démontrer la capacité des peuples à résister contre l'oppression coloniale. Asma Laïda. Le 7e art à l'honneur, le ministre algérien de la Culture et des Arts, Zouhir Balalou, a présidé hier à Alger l'ouverture du forum international intitulé Cinéma et Mémoire, une fenêtre sur le passé et une vision pour l'avenir. Ce genre de rencontres sont importantes parce que là, ça contribue aussi à créer un climat de compétitivité au niveau des opérateurs de cinéma. Et ça va droit dans les objectifs tracés par le président de la République en matière de développement du secteur du cinéma. Mais ce genre de films qui ont un intérêt très important, qui contribuent à la sécurité culturelle, historique et la culture de la mémoire sont très importants. Et je salue la présence de beaucoup d'étudiants
ici dans la salle, parce que ça, eux sont les futurs, Inch'Allah, cinéastes, les futurs caméramans, les futurs acteurs de ce domaine. Un colloque qui s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Sans doute, l'intérêt de ce genre d'événement est très important et il a beaucoup d'intérêt parce que là, non seulement ça valorise notre histoire, ça documentalise notre guerre de révolution et pour la présenter aux générations actuelles, aux générations futures. Ça, c'est très important. Ce congrès sur la mémoire qui me permet de refaire ce voyage dans le passé à travers tous les films qui ont été réalisés en Algérie à partir des années 60 jusqu'à aujourd'hui, surtout les années 60-70, de certains films que j'ai vus. Pour moi, je trouve ça très intéressant, surtout que mon travail, très souvent, c'est de faire des films sur la mémoire et qui concernent l'Algérie. Pendant les premières années de l'indépendance, le cinéma algérien a pu avoir tous les grands prix du cinéma mondial, Cannes, Venise, Moscou. À cette occasion, un hommage a été rendu à des personnalités algériennes célèbres dans le domaine du cinéma révolutionnaire, ainsi qu'aux pionniers du film révolutionnaire, notamment les réalisateurs disparus Ammar Laskri, Tahar Hannash et Benamar Barti, en plus d'un hommage spécial aux réalisateurs Ahmed Rachdi et Rachid Bouchereb, ainsi qu'à la comédienne Nadia Talbi. L'hommage a également impliqué plusieurs cinéastes étrangers, amis de la Révolution de libération nationale, qui ont soutenu avec leurs œuvres la lutte du peuple algérien. La cérémonie d'ouverture a été marquée par la projection d'un film documentaire sur l'histoire du cinéma algérien et de musique de films historiques algériens exécutés par l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger. Le cinéma algérien, qui est né dans les maquis à l'époque de la glorieuse guerre de libération nationale, est un cinéma engagé au service des causes justes, au même titre que la diplomatie algérienne engagée au service des peuples opprimés. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.